Voilà. Eh bien, du coup, Romain, je te passe la parole pour démarrer ce webinaire. Ok. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Yes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire sur la pensée latérale, la créativité, la capacité à réfléchir, selon Édouard de Bono, et le lien qu'on peut faire avec la gouvernance partagée. Peut-être en introduction, ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis un moment, on change un peu l'orientation de nos webinaires thématiques. Jusqu'à présent, on, on y développait des choses qu'on avait à dire ou des questions qu'on nous posait en lien donc avec la gouvernance partagée. Et puis plus ça va, plus on se sert de ces espaces-là comme des lieux pour nous de création de contenu, c'est-à-dire on prend un sujet sur lequel on ne sait pas forcément si on a beaucoup de choses à dire, en disant OK, on prend cet axe et on voit où ça nous mène. Et je dis ça parce que c'est un peu en lien avec la pensée latérale de Bono. Donc je pars avec un peu de, comment dire, un peu de trac dans le sens où je suis parti dans une direction avec cette idée de, tiens, et si on faisait un webinaire sur la pensée latérale, et je sais pas trop au final si ça a vraiment de l'intérêt, vous m'en direz plus à la fin. En tous les cas, je trouve que c'est vraiment intéressant cet exercice de prendre une orientation et d'explorer où est-ce que ça nous mène, et plutôt que de partir d'une approche qui serait plutôt, OK, c'est quoi les choses sur lesquelles on a vraiment quelque chose à dire, quoi. Pour démarrer, donc peut-être vous expliquer un peu l'intention. Donc, comme j'ai dit, c'est de faire les liens entre la pensée latérale de Bono et le faire ensemble. Et on va faire ça en deux temps. La première partie, je vais essayer de vous résumer les grands éléments de cette approche de Bono sur la réflexion, la créativité, la pensée latérale. On fera un petit exercice en sous-groupe pour voir un petit peu comment ça fait en fait d'appliquer tout ça. Et puis après, il y aura un deuxième temps, donc ça sera là, à peu près les 20 dernières minutes, pour qu'on puisse ensemble en tirer des enseignements sur le faire ensemble, sur la gouvernance. Qu'est-ce que ça nous évoque? À quels endroits la gouvernance partagée peut être utile à la pensée latérale? À quel endroit la pensée latérale peut être utile à la gouvernance partagée? Voilà, ce type de lien. Eh bien, c'est parti. Pour démarrer, pour vous introduire et vous plonger un peu dans finalement à quoi ça pourrait servir la pensée latérale, j'ai envie de commencer par un petit conte qui s'appelle le conte des deux galets que j'ai trouvé sur le site Out of the Box, qui est donc une illustration de comment penser en dehors de la boîte. Alors désolé, c'est un conte très patriarcal, comme souvent les contes d'ailleurs, avec beaucoup comme ça d'a priori genrés. Mais cette histoire est la suivante. Il y a bien longtemps de cela, dans une petite ville italienne, un marchand eut le malheur de devoir une grosse somme d'argent à un usurier. Le prêteur sur gage, un homme vieux et laid, convoyait la belle-fille du marchand, c'est là où c'est un peu patriarcal, et lui proposa donc un marché. Il lui dit qu'il renoncerait à sa dette si celui-ci lui accordait la main de sa fille. Bien sûr, le marchand comme sa fille ont été horrifiés par cette proposition. L'usurier leur expliqua la nature du marché qu'il leur proposait. Il leur dit qu'il mettait un caillou noir et un caillou blanc dans un sac vide et que la jeune fille devrait en choisir un à l'aveugle. Si elle choisissait le caillou noir, elle deviendrait la femme de l'usurier et la dette de son père serait oubliée. En revanche, si elle saisissait le caillou blanc, elle n'aurait pas besoin de se marier avec lui et la dette de son père serait là encore oubliée. Si elle refusait de prendre un caillou, son père serait jeté en prison. Ils étaient debout dans le jardin du marchand, sur un chemin parsemé de cailloux. Pendant qu'il parlait, le prêteur se pencha pour ramasser deux cailloux. Alors qu'il les ramassait, le regard aiguisé de la jeune fille remarqua qu'il avait mis deux cailloux noirs dans le sac. Il demanda ensuite à la fille de plonger sa main dans le sac pour choisir un caillou. Et donc, qu'auriez-vous fait à la place de cette fille? Si vous aviez dû la conseiller, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Quand on y réfléchit, il y a trois options qui viennent naturellement à l'esprit. La jeune fille refuse de prendre un caillou. Deuxième option, elle dénonce la supercherie en disant qu'il y a deux cailloux noirs dans le sac, et ce faisant, elle expose le prêteur comme un tricheur. Troisième option, elle prend un caillou noir et se sacrifie pour sauver son père de sa dette et de l'emprisonnement. Alors, à votre avis, qu'a fait cette jeune fille?
Je ne sais pas si vous avez un petit peu d'imagination, comment on pourrait penser autrement le problème. Si vous voyez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Petit spoil, dévulgachage, l'histoire se finit bien, donc il y a bien une solution. Proposition, elle demande au prêteur de piocher un caillou. Elle prend les deux cailloux. Elle a mis un caillou blanc dans le sac. Elle ramasse un caillou blanc. Hmm. Chouette, c'est bien. C'est intéressant en tous les cas. Moi, quand j'ai vu cette histoire, et que je me suis posé la question, je me suis rendu compte que c'était pas évident en fait d'avoir des façons différentes d'aborder le problème. Eh bien, la jeune fille fit la chose suivante. Elle plongea sa main dans le sac et en tira un caillou. Et sans regarder, elle le laissa tomber sur le chemin au milieu des autres. Dans ce cas, impossible de le distinguer des autres cailloux. Oh, comme je suis maladroite, s'exclama-t-elle. Mais peu importe, si on regarde celui qui reste dans le sac, on pourra dire celui que j'avais pris. Puisque le caillou restant était forcément noir, il fallait supposer qu'elle avait ramassé le blanc. Et comme le prêteur n'osa pas avouer sa malhonnêteté, la jeune fille a changé ce qui semblait être une situation impossible en une position avantageuse. Morale de l'histoire, on peut trouver une solution à la plupart des problèmes complexes, mais parfois nous devons simplement y réfléchir d'une manière différente. Voilà pour la petite histoire qui illustre cette capacité à penser en dehors de la boîte. Alors pour continuer, pour développer un peu la notion que De Bono expose dans ce livre, d'ailleurs que je vous invite à, à vous procurer, réfléchir vite et bien. Il considère que l'intelligence est un potentiel. Alors on peut effectivement se dire que l'intelligence, après il y a plein de formes d'intelligence, mais que d'une certaine façon, il y a quelque chose d'un acquis à la naissance, d'un potentiel d'intelligence plus ou moins développé, qui peut aussi se développer avec l'entraînement intellectuel. Mais en tous les cas, l'invitation de Bono, c'est de considérer ça comme un potentiel, mais que par contre, réfléchir est une compétence qui s'acquiert avec l'entraînement, qui s'acquiert avec la pratique, qui se développe. Et un peu comme là, j'ai pris l'image d'une voiture et d'une voiture Tesla, c'est pour faire un petit clin d'œil, pour illustrer qu'on peut être très intelligent et puis réfléchir de manière complètement débile. Mais l'idée de cette métaphore, c'est de dire que finalement, l'intelligence, c'est la puissance de la voiture, mais que c'est pas la puissance de la voiture qui nous permet d'arriver à bon port, c'est pas la puissance de la voiture qui nous permet de conduire, de trouver la bonne façon d'exploiter ce potentiel. On peut avoir une voiture très puissante et si on ne sait pas s'en servir, ben on va être potentiellement un danger. En tous les cas, on ne saura pas exploiter ce potentiel. Et de la même façon, si on a un moteur très peu puissant, ben on a tout intérêt à développer notre capacité à conduire cette voiture pour compenser son manque de puissance. L'intelligence, selon De Bono, en tous les cas, c'est quelque chose, enfin, pas l'intelligence, pardon, la capacité à réfléchir, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On peut apprendre l'analyse, on peut apprendre le raisonnement logique, euh, mais qu'en est-il de la capacité à regarder un problème sous toutes ses facettes, à rechercher des alternatives, à formuler des nouvelles hypothèses, à générer des nouvelles idées, à déterminer les priorités? Tout ça, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et souvent, la technologie et la science, elles pourraient nous faire croire que la logique et le jugement suffisent. Mais pour toutes ces autres formes qui sont nécessaires à notre réflexion, toutes ces capacités autres, qu'en est-il? Ensuite, il y a un piège dans l'intelligence, c'est que plus on est intelligent, plus on peut avoir tendance à défendre son point de vue avec cette intelligence. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette intelligence, non pas pour développer notre capacité à réfléchir, mais pour défendre son point de vue. Et du coup, on peut avoir tendance, parce qu'on est intelligent, à avoir de grandes capacités à défendre son point de vue et donc à être moins ouvert à l'alternative, moins ouvert à l'écoute des autres avis. Et l'autre aspect de ça, c'est que l'intelligence peut aussi nous servir à critiquer ou à détruire les idées des autres. Donc, quelque part, le fait d'être très intelligent n'est pas forcément une garantie
une capacité à réfléchir développée, voire même peut être un frein et être contre-productif. Hmm. Voire même n'est pas une garantie à pouvoir coopérer. Alors, tout à fait. Après, quand on va voir effectivement le lien avec le faire ensemble, c'est quelque chose qu'on peut voir dans un processus de décision ou dans un cercle. C'est la capacité ou pas à écouter vraiment ce qui est dit, de ce qui est différent, et à sortir en fait de son prisme premier qui est naturel, c'est que sur un sujet donné, ben, on va avoir tendance à avoir un point de vue de départ, et c'est là où c'est difficile en fait de pouvoir entendre un autre point de vue, être vraiment à l'écoute active de ce qui peut être différent de ce que naturellement je vais penser. Notamment dans la réflexion, un des premiers problèmes, ou en tous les cas, un des aspects les plus importants de la réflexion, finalement, c'est notre capacité à percevoir. C'est la perception qui va avoir déjà un impact très important sur notre capacité à réfléchir. La perception, en fait, c'est notre regard sur le monde. Et c'est empreint de notre histoire, c'est empreint de nos valeurs, c'est quelque chose qui s'est construit depuis notre expérience. Et donc, ça induit fortement euh, notre capacité à réfléchir à les solutions qu'on va trouver du fait de ce point de départ qui est notre capacité à réfléchir, à percevoir, pardon. Et pour ça, il y a cette image que de Bono utilise, qui est une image qui est très utilisée dans le monde de l'informatique, qui est que, en anglais, garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si à l'entrée, on a euh, de la merde, eh ben, à la sortie, on a de la merde. Même si on a une super machine hyper puissante, une intelligence artificielle de dingue, en fait, on n'aura pas un résultat très différent si à l'entrée, on a quelque chose qui est pauvre. Et notamment dans notre façon de percevoir le monde. Et notamment cette étude de David Perkins et d'Harvard qui dit que 90% des erreurs de réflexion sont en fait des erreurs de perception et pas des erreurs de logique. Et ça, notamment parce que notre cerveau, c'est un système d'information auto-organisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour être créatif, il est fait pour nous permettre de survivre. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va créer des sillons, des autoroutes de pensée qui vont nous permettre de simplifier notre existence. Si tous les matins on se levait devant se poser la question de dans quelle heure je dois m'habiller, est-ce que d'abord je dois mettre mon pantalon, est-ce que je dois mettre mon t-shirt, est-ce que je mets mes chaussettes avant, après, on perdrait un temps fou et ça serait énergivore au possible. Donc petit à petit, on développe en fait des autoroutes sans même y penser. On sait qu'on met d'abord le slip et après le pantalon. Un peu comme là, j'ai pris cette image de sentier dans la montagne, et c'est notamment très vrai avec les animaux, c'est que parce qu'il y a une première chèvre qui prend un chemin, elle va tracer un sillon qui va inviter une autre à la suivre, et puis petit à petit, ce sillon va se transformer en sentier. Et non seulement ça sera beaucoup plus facile de se repérer parce qu'en fait, on va suivre le sentier, mais en plus, il sera plus facile à marcher. Donc, petit à petit, en fait, il devient vraiment quelque chose d'utile et on va avoir tendance comme ça à suivre les mêmes chemins. Eh ben, notre cerveau, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a cette capacité à simplifier les choses et à trouver comme ça des autoroutes. C'est un peu dans l'imagine, encore une fois, la métaphore de la voiture, c'est à chaque fois qu'on arrive sur une route connue, on sait qu'il y a notre cerveau qui peut faire autre chose que regarder les panneaux de direction, se poser la question de où est-ce que je dois aller, etc. Donc c'est quelque chose qui est naturel et qui est nécessaire à notre survie. Eh bien, en matière de créativité, le problème, c'est que on va créer ces autoroutes d'information mais que qu'on a créé dans un certain contexte, mais en sortant du contexte, eh ben, cette autoroute, elle est plus forcément valable. Et c'est là que ça va avoir un impact sur notre capacité à être créatif. Et c'est pas une question d'être créatif ou de pas être créatif, dans le sens il y a des gens créatifs, il y a des gens pas créatifs, parce que même des gens créatifs, en fait, ils nous paraissent créatifs parce qu'eux, ils ont d'autres façons d'envisager les choses, mais ils ont créé quelque part d'autres autoroutes. Donc eux-mêmes, ils vont être petit à petit dans un sillon de pensée qui, depuis nous, peut paraître original, mais dans leur système de pensée, finalement, reste quelque chose d'assez euh, euh, continu, toujours un peu la même chose. Petit point timing, Romain, il est 13h22. 22?
Hmm. Waouh! Ah oui, donc je suis pas du tout dans les temps. Merci. Je t'en prie. Euh, donc, je vais essayer d'accélérer un peu, mais je crois que je vais aussi devoir faire des choix. La difficulté dans notre capacité à réfléchir, c'est donc, et c'est là où les outils de réflexion peuvent nous aider, c'est d'être capable de changer nos focus d'attention. Les outils de réflexion, selon De Bono en tous les cas, sont des outils qui nous permettent à diriger notre attention dans un sens, puis un autre, alors qu'on a déjà un parti pris sur la question. Et la plus grande difficulté, finalement, c'est pas de trouver des nouvelles solutions, mais c'est de commencer à en chercher une. Et moi, je vois que par exemple, en préparant ce webinaire, je suis tombé aussi un peu dans ce piège, c'est-à-dire que j'aurais pu appliquer ces méthodes pour essayer de vraiment de changer ma façon d'envisager ce webinaire. Eh bien, je ne l'ai pas fait, je m'en suis rendu compte que ce matin, comme quoi, et j'avais plus le temps de modifier. Donc, comme quoi, en fait, c'est vraiment un réflexe à avoir à chaque fois qu'on arrive sur un sujet qu'on croit connaître ou pour lequel la solution paraît évidente, c'est justement de se forcer à utiliser un outil de réflexion pour penser différemment. Alors, un premier outil pour ça, qu'il appelle le PMI, c'est le fait de pouvoir prendre une proposition ou une affirmation et le regarder selon ces trois angles. Le P, c'est plus, c'est les points positifs, les bons aspects. Le M, c'est moins, les points négatifs. Et le I, c'est intéressant, c'est-à-dire les points dignes d'intérêt, les points qui sont ni positifs ni négatifs. En tout cas, c'est pas il y a des points qu'on peut ranger dans les deux, dans le plus et dans le moins, mais là, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est en dehors du jugement et qui serait un peu les réponses à, il serait intéressant de voir si, trois petits points. Et l'idée, c'est qu'avant de vraiment pouvoir décider sur un sujet ou pouvoir nous exprimer sur ce sujet, c'est d'appliquer un PMI et c'est quelque chose de très rapide. C'est 1 minute par direction pour pouvoir justement ouvrir notre champ de perception avant de commencer à vraiment réfléchir dessus, quoi. Alors, c'est là où je vous propose un petit exercice. Euh, Emma va créer des groupes. Je ne sais pas combien il y a de personnes, combien tu vas faire de groupes, du coup, Emma. Là, j'ai créé 12 salles. Enfin, 12, oui. Donc, ça veut dire, oui, 12 salles où ils sont entre 3 et OK. 4. Et donc l'idée, c'est que vous allez être 4 minutes en sous-groupe. Donc il y a 1 minute de battement pour le temps de se mettre en place et après 1 minute par direction. Donc plus, moins et il serait intéressant de voir si, donc intéressant. Vous allez avoir, chaque groupe va traiter une question. Alors comme vous êtes plus que 5 groupes, les groupes A traiteront la question. Chacun devrait porter un badge spécifique en fonction de son humeur et donc vont faire un PMI dessus. Les groupes B, chaque enfant devrait adopter une personne âgée et s'en occuper. Les groupes C, les jeunes délinquants seraient envoyés en prison le temps d'un week-end. Les groupes D, le contribuable pourrait décider quelles dépenses publiques ses impôts devraient couvrir. Et le groupe E, les voitures seraient interdites en ville. Je vais vous copier ces questions dans le chat pour que vous puissiez les avoir avec vous dans vos groupes. Où est-ce que je fais ça? Tu peux la copier, Emma? Parce que là, M'en occuper, ouais. j'ai plus ma fenêtre. Euh, chat. Hmm. C'est bon? Ouais, je vais vous les envoyer. En tout cas, j'ai créé les salles. Hop, je copie Alors attends, juste. je le fais du coup. Je vais Non, c'est récupérer. bon, je les ai. Ça va. En fait, c'est A, B, C, D, E. Il y a écrit un numéro, mais vous verrez, les salles sont créées. Donc, il y a par exemple trois salles, trois salles A, bah, vous répondez à la question 1. Trois salles 2, vous répondez à la question B. Les salles C, vous répondez à la question 3. Les salles D, vous répondez à la question 4. Et les salles E à la question 5. Et faites confiance aux personnes qui, même si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, il y aura certainement au moins une personne dans le groupe qui aura compris. Et si C'est possible, parti? prenez une personne qui est 1 minute, parce que c'est vraiment important de faire 1 minute par direction, quoi, par point. Je peux revenir sur le PMI? Comme ça, on revoit. Le PMI? Ah oui, Non, pardon. ouais, juste pour qu'ils aient une.
Je vais le remettre aussi. Ouais, trop tard. Voilà. OK, c'est parti. Donc vous allez recevoir une invitation et il suffit de cliquer dessus. Vous avez 4 minutes et on se retrouve d'ici 4 minutes. Tac, c'est parti. Je crois que c'est bon, on a récupéré tout le monde. Ok, alors comment ça s'est passé? Désolé, il y a eu des petits. Hmm. C'est pas facile de faire des petits groupes en 5 minutes comme ça, donc le temps de se retrouver dans une salle, de comprendre la consigne. Est-ce que vous avez réussi en tous les cas, pour certains, certaines, à faire l'exercice? Oui. Ouais. Mais le C2, le C2 a fait le P et le M, on n'a pas fait le I. Ah, ok. On n'a Bon, pas eu le temps. ok. Bon, en tous les cas, n'hésitez Moi, pas à partager dans j'ai une le. question par Oui? rapport au i. Le Ouais. i, c'était pas clair. Est-ce que c'était intéressant par rapport à la question ou qu'est-ce qui serait intéressant d'aller explorer en plus? Est-ce que vous pouvez rappeler ce que Ouais, signifie le c'est i? en fait, c'est vrai que c'est une rubrique qui est pas évidente, mais c'est ni positif ni négatif, et c'est quelque chose qui éveille l'intérêt. En fait, ça serait intéressant de voir si, par exemple, si je prends alors, un des éléments qui était, euh, chacun devrait porter un badge spécifique en fonction de son humeur. Bah, ça serait intéressant de voir si dans la durée, ça change l'humeur des gens, par exemple. C'est ni positif ni négatif, mais c'est juste, ah, ça serait intéressant de voir si on fait ça, ou ça serait intéressant de voir s'il y a des gens qui ont plusieurs badges en même temps. Enfin, je prends comme ça l'exercice au pied levé, mais donc c'est ni positif ni négatif, c'est, ah tiens, ça ouvre un sujet de réflexion, ça serait intéressant de voir si, quoi. C'est plus clair? Ouais. Ok. Super, merci. Et En le tous les M. cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On est un peu court en termes de temps, donc j'aurais aimé vous entendre, mais n'hésitez pas à le mettre dans le chat, en fait, ce que ça vous a fait, ce que ça vous évoque. Mais ça, c'est un outil qui est très court et qui peut être utilisé très facilement et de manière systématique dans un groupe, mais aussi dans sa vie. Je vous inviterai à faire l'exercice. En ce moment, il y a plein d'injonctions comme ça qui nous arrivent ou de messages qui sont un petit peu perturbants. Bah, essayez de faire un PMI sur quelque chose qui est dit ou une nouvelle chose qui apparaît dans le monde. Juste pour voir en fait qu'est-ce que ça vous apporte comme champ de perception peut-être plus large. Euh, je, je continue pour vous parler d'un autre outil, mais vraiment très rapidement, qui s'appelle l'APC, Alternative ou Possibilité au choix. Là, l'idée, c'est de prendre, euh, euh, par exemple, s'il y a un comportement qui nous paraît étrange, on va chercher toutes les explications possibles sur ce comportement, donc toutes les alternatives ou les possibilités, là, serait plutôt une possibilité qui pourrait expliquer ce comportement. Ou sur une tendance de fond, on va chercher toutes les hypothèses qui nous permettraient enfin, les hypothèses en lien avec cette tendance. Pour un contexte juridique un peu compliqué, on pourrait faire ce travail de quelles sont toutes les formes de perception qu'on peut avoir de la même chose. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est toujours dans cette idée d'avoir ce réflexe de regarder tous les angles de vue d'une situation. Et j'en arrive donc à la pensée latérale, selon De Bono, qui est pour moi le plus intéressant. Et donc, Tu peux repartager ton écran, Romain, s'il te plaît? ah, je le partage plus là? Ok. Non. Là, vous le voyez? Oui. Oui, c'est tout bon. Yes.
Donc c'est l'idée de se dire, en fait, une idée neuve, on a toujours, on peut toujours rétrospectivement se dire que c'est logique. Et donc, une erreur serait de considérer que, du coup, si c'était logique, avec une meilleure logique au départ, on aurait pu trouver cette idée. Or, selon De Bono, en fait, la capacité à déboîter, à sortir du chemin n'est pas justement une question de logique, mais plutôt une question d'entraînement mental, de provocation, d'outils de direction. C'est cette capacité, la pensée latérale, à faire un pas de côté et à prendre d'autres chemins de réflexion. Et pour ça, en fait, son idée, c'est de faire des provocations, qu'il appelle des pots. Alors, vous allez voir comment on fait ça, pour créer du mouvement et nous obliger à penser autrement. Si sur le petit schéma, on voit qu'on aurait naturellement cette tendance à prendre cette direction-là. On fait une provocation c'est un peu de tremplin, qui nous amène à un autre endroit. Et après, rétrospectivement, on peut retrouver le chemin de la logique et du coup, on a ouvert un nouveau chemin. Je prends un exemple, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Des types de provocations, ça peut être une inversion. Par exemple, on part du principe, les avions pots, c'est une façon pour lui de dire, on est dans un cadre un peu de provocation créative. Les avions pots devraient atterrir sur le dos. Si on prend ce point de vue-là, qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau? Ben, par exemple, sur le dos, le cockpit est en dessous et on a une meilleure vue. Ok, et après, l'idée, c'est, ben, en fait, ce point sur lequel ça nous a permis d'arriver, comment on peut l'utiliser ailleurs, c'est-à-dire peut-être que les avions continuent à atterrir sur les roues, mais ça nous a apporté un nouvel élément. On peut prendre une exagération. Les aviopaux transportent 1 million de personnes. On peut faire plutôt qu'une provocation qui est de l'ordre de l'extravagance. Les voitures pots ont des roues carrées. Ça, c'est par exemple, en prenant ce point de vue-là, apparemment un groupe de recherche a trouvé le principe de la suspension hydraulique qui compense en fait le fait que les roues sont carrées. On peut du coup aussi imaginer deux chambres à air, euh, une première et une deuxième, qui fait que la deuxième qui est moins gonflée fait que ça va atténuer comme ça le fait que la roue est carrée. Donc à chaque fois, c'est cette idée qu'on prend un truc qui peut paraître très extravagant, ça nous amène à un endroit, et l'idée n'est pas que l'extravagance devienne notre nouvelle situation, mais comment on ramène ça après dans notre situation normale pour en apprendre quelque chose. Une autre technique, c'est celle de l'échappée, qui est de dire, OK, on identifie dans notre sujet quels sont les endroits qu'on accepte sans discussion, qu'on ne remet pas en question. Par exemple, le fait que dans une voiture, le volant tourne. Eh ben, on va dire les voitures pots ont des volants qui ne tournent pas, ou les restaurants pots ne servent pas de nourriture. Et enfin, une autre façon de faire des provocations, c'est de faire un tirage au sort. Alors, je vous ai mis un site qui permet de faire des tirages au sort en ligne pour tirer un objet, une personne, un mot, dans lequel on va faire plein d'associations d'idées avec notre thématique pour nous forcer comme ça à ouvrir ces nouveaux chemins. Et enfin, pour terminer sur cette première partie d'introduction, sur cette pensée latérale, c'est ce que je disais avant, c'est le plus important finalement, c'est la récolte. C'est-à-dire de faire ce chemin intellectuel, de faire une provocation, et après de regarder, OK, qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce que ça nous amène comme nouvel type d'idée, nouvelle façon d'envisager le problème, et comment on peut transposer ça après à d'autres situations qui seront pour le coup beaucoup plus réalistes que cette provocation de départ. Alors là, on n'aura pas le temps, mais ça serait intéressant du coup que vous puissiez faire l'exercice sur le PMI que vous avez fait. Est-ce que du coup, il y a quelque chose de cet exercice que vous pouvez tirer et appliquer dans votre réalité à vous? Voilà, voilà pour la première partie. On est comment en termes de timing? On est pas mal à la Moins bourre. 20, il est 40. Je sais pas, on peut prendre une ou deux questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair sur ce que j'ai dit avant, et puis après, on va passer à la deuxième partie. Ça peut être à l'oral ou par écrit, dans le chat. Il Je vois reste pas le chat, 5 Emma, minutes je en continue. Non, je le vois, t'inquiète, il n'y a pas de question. OK. Enfin, il y a Donc eu, maintenant, la il y question a eu des, qu'on... voilà, il y a eu des petits commentaires sur l'exercice, mais Juste, OK. moi, c'est pas une question, mais est-ce que ce serait possible,
d'avoir un exemple sur l'exemple des badges toujours pour voir ce que ça ferait sur le mouvement provocateur. L'exemple des badges, c'est-à-dire? Oui. La situation A. Ouais. Alors la situation là, c'est un peu différent. C'est qu'en fait, là, je vous ai présenté deux approches. Le PMI, c'est quelque chose qui peut être utilisé sur... on vous fait une proposition, vous appliquez ce PMI pour voir tous les aspects du sujet. La provocation, c'est un autre outil qui vous invite sur un sujet, par exemple, je ne sais pas si moi, par exemple, c'était le webinaire, comment faire des webinaires plus percutants. Eh ben, je pourrais prendre une exagération de dire, OK, ben, en fait, pas une exagération, mais je ne sais plus dans les exemples qu'il donnait, eh ben, les webinaires se font sans parole. Et donc, du coup, ça va m'obliger à penser mon webinaire de manière complètement différente. C'est pas le même usage en fait. Ok, merci. On va peut-être Et continuer. ben Comme du ça coup, permet de faire lien avec la suite. Oui. allons-y sur le parallèle avec la gouvernance et les organisations. Le fait de vous avoir plongé dans cette pensée latérale, qu'est-ce que ça vous évoque sur le faire ensemble? Dans quelle mesure ça pourrait être utile ou à quels endroits ça vient mettre en lumière quelque chose qui vous paraît intéressant et qui pourrait être utile au faire ensemble? Je vais arrêter mon partage que je vous vois. Romain, tu proposes simplement on apporte une réponse, éventuellement une suggestion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, on est dans la partie plus interactive, plus participative. Moi, après, je vous dirai ce que moi, j'en ai tiré de cet exercice, mais là, j'ai surtout envie de vous écouter. Ouais, je veux bien commencer alors. Ouais, Ben, vas-y. au début, quand on commence à être dans la pratique de la gouvernance partagée, on est beaucoup, dirais-je, focalisé sur les outils et non pas sur la posture, voire même sur le geste, on pourrait dire. Et cette pensée justement latérale, enfin, ou je sais plus comment, c'est bien ça, nous permettrait effectivement d'éviter cet écueil. Voilà ce qui me vient à l'esprit. OK. Il y a aussi dans le chat, je trouve intéressante l'idée de la provocation car c'est un exercice qu'on peut faire à plusieurs pour dévoiler nos zones de confort. Hmm. J'ai envie de rajouter ou d'inconfort. Mm. Moi, je trouve intéressant que on se mette tous dans la même direction pour pas que le groupe, en fait, pour pas que les gens dans le groupe aient forcément un rôle à jouer. Par exemple, celui qui va donner les moins, celui qui va donner les plus. Et du coup, d'être tous, je trouve que c'est intéressant en termes de dynamique de groupe et que ça limite aussi potentiellement les frictions. Hmm. Merci. Moi, je rajouterais que ça permet d'explorer. Je connais un peu les chapeaux de Bono, donc ça permet d'explorer justement plusieurs attitudes, plusieurs postures vis-à-vis d'un sujet. Et parfois, on peut avoir un regard critique, on peut avoir un regard plutôt enthousiaste, on peut avoir un regard euh, passionné. Et donc, ça oblige à sortir un petit peu de ses habitudes, de ses autoroutes. Voilà. Hmm. OK. Encore quelques prises de parole et puis je vais relancer la discussion à partir de... André. Mm. Moi, je veux bien parler. Ouais. Oui. Je Attends, trouve il y que a la André qui avait levé la population, main. Catherine. Je vais Oui, juste laisser enfin, André. Voilà, et après, moi, je réagis par rapport à Chapeau de Bono parce que parfois je fais le chapeau noir, enfin déjà souvent en fait. Et là, si on rajoute de la provocation au chapeau noir, je crois qu'on va. En général, on ne se fait pas bien voir, en fait, c'est le moins qu'on puisse dire. On est très très mal perçu. L'avocat du diable, c'est pas la posture la plus facile dans un groupe, parce que le groupe, il a tendance à être, je ne vais pas dire discipliné, mais avoir une certaine cohérence. Si on remet en cause sa cohérence, ben on se prend quelques claques parfois. Voilà. C'est pas négatif, mais voilà. J'ai dit. Mhm. Ouais. Merci.
Il y avait... Oui, je veux bien. Donc, moi, je suis pas du tout plus Ouais, expert. alors attends Henri, il y a des gens qui lèvent la main. Donc Ah si bon, vous j'ai pas pouvez levé la effectivement, main. comme on est quand même assez nombreux, 45, lever la main, ça va nous permettre de répartir la parole. Et donc il y a Marie-Luce, et puis avant il y avait Catherine, je crois. Oui, alors moi je voulais dire que ça me paraît intéressant parce que d'être dans cette provocation et d'arrêter de croire qu'il faut toujours être logique, ça permet d'échapper à ce truc qu'il faut toujours être sérieux, qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés que d'autres. Enfin, du coup, ça remet tout le monde un peu à égalité dans quelque chose qui est de l'ordre du jeu, de quelque chose voilà, qui se prend moins au sérieux. C'est vraiment ce qui me vient à l'idée qu'à force de se croire intelligent, sérieux et tout, on est super coincé et que ça peut ouvrir. Et je vais reprendre la parole parce qu'en fait, il nous reste plus énormément de temps pour juste apporter quelques éléments par rapport à ce que j'ai pu entendre. Euh, En fait, je pense que ce qui est peut-être aussi à- à retenir pour moi de ça, c'est de se dire dans un groupe, pouvoir se dire ensemble que, en fait, réfléchir ensemble, ça s'apprend, c'est un entraînement, c'est une compétence à développer, et que c'est pas quelque chose En tout cas, quand on part de l'inné, en fait, on est rapidement dans ces autoroutes d'information, et que du coup, les outils d'intelligence collective sont aussi à prendre comme test, c'est-à-dire comme des outils de focalisation de l'attention et du coup, ils en viennent quelque chose qui est un peu exceptionnel euh, et qui ne sont pas utilisés tout le temps, mais du coup, à utiliser à bon escient d'un moment, OK, on sait que sur ce sujet, on a tendance à toujours penser à la même chose, ben là, on va utiliser une provocation ou une façon différente d'aborder le problème, mais c'est juste au début de l'entonnoir. Après, le reste, en fait, il va de nouveau y avoir toute ouais, notre culture, nos habitudes. Mais de le faire de manière systématique, finalement, c'est ça le plus difficile dans un groupe au début, c'est d'accepter, de considérer qu'en fait, l'outil va nous être utile. Ça peut être très court, mais c'est juste pour pouvoir ouvrir un peu ce champ de démarrage. Et effectivement, pour ça, il faut déjà avoir une discussion sur est-ce qu'on est d'accord sur ce constat que, en fait, si on ne fait pas attention, on a ces autoroutes qui se mettent en place. Euh, je vais partager mon écran pour vous faire un petit résumé de moi, ce que je retiens en fait pour le faire ensemble depuis l'expérience à l'UDN. Donc, ce que je disais, réfléchir, ça s'apprend, que c'est pas facile. Et c'est aussi pour ça que quand on découvre des nouveaux outils d'intelligence collective et de gouvernance partagée, au début, c'est très déstabilisant. Moi, je l'ai retenu aussi par rapport à la structuration d'une organisation en fonction, en service ou en gouvernance partagée, quand on fait des rôles et des cercles. Finalement, ça va être assez vite comme nos cerveaux, c'est-à-dire qu'ils vont créer des autoroutes d'information, parce qu'en fait, c'est le but de la structuration, c'est de simplifier les choses, simplifier les circuits d'information. Donc, à la fois, c'est super, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui nous aide au quotidien, et en même temps, ça crée rapidement des limites parce que du coup, on va avoir ces autoroutes qui se mettent en place. Donc, il faut être capable de les remettre en question. Peut-être qu'il y a des rôles, il y a des cercles qui sont plus opportuns parce que le monde a changé. Mais on peut aussi se dire que le fait d'avoir des personnes qui sont dans plusieurs cercles en même temps, ça va ouvrir notre champ de perception. Ça va peut-être déjà éviter un peu ces autoroutes-là. Et puis aussi avoir ce réflexe de faire des séances d'intelligence collective en dehors de nos cercles, avec d'autres personnes, avec d'autres partenaires, avec ces outils qui nous permettent de sortir de nos schémas. Parce que sinon, naturellement, on va tomber dedans. Donc, se rappeler que les réunions structurelles de la gouvernance partagée, donc là, je parle de quelque chose peut-être que tout le monde n'en a pas connaissance, mais c'est ce qu'on aborde dans nos formations. Ces réunions structurelles, réunions opérationnelles, de gouvernance, elles sont nécessaires, mais ça ne suffit pas. Euh, Une autre chose qui me paraît intéressante, c'est de distinguer la partie d'exploration de la décision. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, il y a cette phase un peu d'exploration d'un sujet où on peut utiliser tout un tas d'outils qui nous permettent d'ouvrir le champ avant de décider. Et la pratique du cercle, pour moi, elle est intéressante quand on est vraiment dans cette culture, dans cette pratique de un tour de parole où je ne réagis pas, je suis là pour écouter. Tant que c'est pas à moi de parler, ben, je ne fais que écouter parce que ça va m'obliger quelque part, si je suis pas dans la réaction et dans la contre-argumentation, à sortir de cette pensée un peu critique où chacun défend ses arguments et essayer d'être vraiment à l'écoute de ce qui est dit. Et puis petit à petit, d'être dans cette aussi pratique que nous, on touche un peu du doigt avec le temps, c'est comment on voit émerger la proposition. C'est-à-dire qu'à force d'écouter comme ça les points de vue, la diversité qui s'exprime, petit à petit, on voit des choses apparaître qui ne sont pas
directement l'application de ma logique. C'est, ah, dans ce qui se dit, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'avec le temps, on peut percevoir dans notre corps, le fait que l'intelligence collective, elle a vraiment sa pleine puissance quand justement il y a quelque chose qui émerge, qui n'était pas prédictible, ou en tous les cas, qui n'était pas attendu au départ. Euh, Après, pour finir là-dessus, ce que j'aime bien aussi, j'aime regarder la prise de décision comme quelque chose de très créatif avec la gestion par consentement. C'est que la première proposition qui est apportée au début du processus, en fait, c'est une direction, c'est un point de départ qu'on va triturer. Et le fait que ça soit, on ne cherche pas à faire l'éventail de toutes les propositions et prendre la meilleure, qu'on en prenne une et qu'on voit où elle nous amène, pour moi, c'est vraiment en lien avec cette pensée latérale, c'est-à-dire que on tire un fil. Peut-être qu'au final, c'est pas ça qu'on va décider parce qu'il y avait une objection qui était pas levable et que ça nous aura, que du coup la proposition n'est pas applicable. Et néanmoins, le fait d'avoir pris ce chemin-là et de l'avoir exploré jusqu'au bout, ça nous amène à une toute nouvelle perspective sur le sujet. Et quand on revient au départ du processus et qu'on prend une nouvelle proposition, eh ben, on a fait tout un chemin. Et quelque part, du coup, on n'est plus dans notre, euh, les cas, il y a une possibilité qu'on soit plus dans le même schéma qu'avant. Et puis enfin, les objections, pour moi, c'est vraiment des points d'appui aussi à cette créativité, parce qu'il y a un moment, sur quelque chose qui paraissait assez logique, il y a une objection qui est amenée, qui vient montrer en quoi elle est problématique ou inapplicable, et ça nous donne, du coup, un nouveau point de départ d'une réflexion qui va venir peut-être changer la trajectoire de cette décision. Voilà, j'ai conscience que c'était très dense et rapide, comme souvent. Euh, Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si Emma, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques questions ou on passe Mais je vois qu'il y avait Marilus qui avait là, alors elle l'a plus, mais qui avait toujours la main levée. Peut-être si tu avais une question, Marilus? Non, j'avais pas une question vraiment, mais c'était pour rebondir sur juste après voilà, ce qu'on pense des outils. En fait, moi, je trouve que l'association de commencer par un PMI et ensuite aller dans les provocations, quand on travaille avec des gens qui déjà à la base ou ont jamais entendu parler d'intelligence collective, de gouvernance partagée, et toutes les idées reçues qu'ils mettent derrière ça. euh, pour aborder des réunions, je trouve ça absolument fabuleux, mais j'associerais les deux. Je ferais d'abord un hmm, PMI et ensuite, parce que des gens et je sais plus qui disait ça, qui se prennent au sérieux ou qui pensent qu'ils sont sérieux, si on les aborde directement avec des définitions d'intelligence collective et tout ça. Mais si on leur fait faire ces deux exercices, je pense que c'est optimal, quoi. Donc, hmm. merci beaucoup. Merci. En tous les cas, ouais, merci d'amener ça parce que c'est vrai que moi, je me rends compte que dans l'intelligence collective, on peut avoir des super outils, Word Café, Forum ouvert, et des processus qui sont assez complexes, mais finalement qui permettent pas vraiment de sortir de nos autoroutes. Et donc, c'est vraiment que c'est là où c'est complémentaire. C'est nécessaire pour organiser une discussion, un processus un peu complexe de réflexion, mais si on n'y met pas des ingrédients différents, ça ne produit pas quelque chose de fondamentalement différent. D'autres choses? C'est bon. J'aime bien. Il y a Isabelle qui dit parfois dans un groupe en cours de composition, avant que les routines s'installent, j'ai le sentiment que nous sommes les penseuses latérales les uns les unes des autres. Dans Hmm. cette idée qu'au début, un peu ce que tu disais, quoi, on se découvre et on se dit, ah oui, oui, ça c'est très intéressant. Et il y a vraiment cette découverte et cette sensation que les personnes nous emmènent à des endroits, effectivement, en dehors de nos sentiers battus. Bien. Eh bien, on va clôturer du coup ce temps. S'il n'y a pas d'autres On va pas voir la personnes, oui. production graphique. Oui, tout à fait, exactement. C'était ça, le dessin, le dessin. Alors, peut-être C'était- avant le dessin, on donne les dates. Non, tu veux le faire après, peut-être. Oui, on va le faire après, ouais. Oui, bah, peu importe, dans un sens ou dans un autre. Peut-être on clôture ça avec la facilitation graphique et puis après, voilà, je vous donnerai peut-être les prochains webinaires et puis un peu les dates pour la suite. Et
On se quittera Clémence. Alors, attends, tac. Hop, et voilà. Alors, je pense Voilà. qu'avec la barre... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Ouais. t'entend bien. Super. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire un petit aperçu ou si Bah, ça suffit de la montrer comme ça, c'est bien? oui, tu peux faire. Ça va si tu prends 2 minutes? Ouais, complètement. Ouais, Bon, bah, super. merci. Donc, en étant à l'écoute de tout ce qui s'est dit pendant ce webinaire, donc sur la pensée latérale et la gouvernance partagée, on a exploré en fait qu'est-ce qu'était la pensée latérale de la perspective de Bono. Que c'était au final considérer l'intelligence comme un potentiel et considérer l'intelligence comme un potentiel qui est différent en fait de réfléchir, qui est une pratique. Donc, il y a une nécessité de pratique pour développer sa capacité de réflexion et donc pouvoir aussi sortir de son prisme, déplacer son focus, sortir de sa pensée critique. Puisque notre perception aussi, c'est notre regard sur le monde et ça peut être quelque chose d'assez finalement réduit si on ne fait pas l'effort d'ouvrir en fait sa pensée. Donc, pour ouvrir aussi cette pensée, il faut développer une pensée qui est hors de la boîte, donc avec stimuler sa créativité, tout en tenant en compte que notre cerveau, il n'est pas fait pour la créativité, mais il est plutôt fait pour la survie. Donc, le cerveau, il va avoir tendance à simplifier et à créer en fait des autoroutes de pensée. Donc, on peut voir au final, grâce à plusieurs exemples et plusieurs outils, qu'on peut sortir de ces autoroutes et de ces sentiers battus et d'aller explorer d'autres possibilités, de stimuler sa créativité. Donc, on a évoqué le conte des deux cailloux, donc en disant qu'on pouvait trouver effectivement une solution à la plupart des problèmes en allant stimuler sa créativité, qu'il y avait différents outils qui étaient à notre portée pour pouvoir justement développer cette créativité collective ou individuelle. Donc, il y avait le PMI que vous avez expérimenté, donc le plus-moins intéressant. L'APC qu'on a brièvement évoqué, donc les alternatives, les possibilités et les choix. Et il y a également l'outil de la provocation. Donc, c'est comment est-ce qu'on va créer en fait du mouvement. Il y a plusieurs façons de faire pour la provocation. On en a évoqué quelques-unes comme la distorsion des faits, l'exagération. On peut aussi faire appel au tirage au sort. Et donc, de ces provocations, on va donc ouvrir en fait la créativité, venir récolter des nouvelles idées et apprendre finalement à réfléchir ensemble, donc à quitter l'aspect très logique et rationnel et aller explorer ces possibilités avant de faire atterrir donc des nouvelles idées. Donc tout ça, tous ces outils, ça nous permet aussi de regarder tous les angles de vue. Et donc on a regardé quel lien aussi ça pouvait avoir avec la gouvernance partagée. Donc on a évoqué aussi que c'était, oui, il y avait les outils, mais il y avait aussi la question de posture et que justement toutes ces façons de faire, ça permettait d'explorer plusieurs postures en collectif, qu'on va sortir, on va se pousser à sortir de ces habitudes, que ça peut créer une dynamique de groupe qui est favorable, qui est plutôt positif, que ça permet aussi éventuellement de remettre tout le monde sur un pied d'égalité et que ça va stimuler l'intelligence collective. Donc là encore, on peut faire de liens avec de nombreux autres outils. Je pense que ça fait à peu près le tour pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette Merci, première, ce merci à premier webinaire. toi. Merci à toi et merci pour cette synthèse de fin. Je trouve que ça remet bien aussi les choses en place. Peut-être juste pour terminer, du coup, un rappel rapide, Romain, des prochaines dates. Ouais. Donc, prochain webinaire le 3 avril sur le thème de la coopération en 2025, plus que jamais nécessaire et difficile, point d'interrogation. Et puis, juste pour dire aussi qu'on a donc une formation de découverte de la gouvernance partagée qui démarre en mai, formation en ligne, un atelier du nous, le prochain en Belgique en mai et sinon en juillet dans les Landes. Les propositions sensorielles avec la proposition du clown pour développer son leader en mai à Chambéry et Cœur et Héros qui a une improvisation par le corps, le mouvement. Euh, et puis la formation Facilis pour se former à la facilitation qui est déjà démarrée. La prochaine est en septembre. Eh ben, merci à chacun, chacune. Il est 14h01. Je vous invite à voilà, déposer avant de partir, si vous le souhaitez, un petit mot dans le chat pour nous dire avec quoi vous repartez de cet espace. Et au plaisir de vous retrouver ici et là dans d'autres propositions.
Si possible, peut-être juste une question. Moi, j'avais pas le lien. Merci à Virginie de l'avoir partagé sur l'Agora. Où trouver le lien de la prochaine réunion? Normalement, il est envoyé en fait. Il y a dû Ah, avoir un ok. problème technique, mais normalement, dès que tu t'inscris, tu dois le recevoir. Effectivement, il y a eu un problème cette fois-ci et merci à Virginie d'avoir fait Ok, relais. ok. On l'avait envoyé par mail. Du coup, Romain s'en est rendu compte un peu avant. Il a été envoyé par mail à tout le monde, mais normalement, effectivement, c'est automatique. Donc, on va se pencher Normalement, il faut sur. s'inscrire et vous le recevez, ouais. Oui, c'est en vous inscrivant par contre, ouais. Tout à fait. Et pour celles et ceux qui sont sur l'Agora pour les formations, normalement, c'est dans le calendrier commun. Oui, Bah là, en tout à fait. l'occurrence, dans le calendrier, il n'y avait pas de lien non Ah, ok. plus. Ah, ben voilà, ben, c'est une erreur. Pardon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bel après-midi. Merci, au revoir. À vous aussi. Mhm.